Bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42. Je suis DozGeek, vous regardez la TV 42, The Vault 42, The Vault 42 sur Twitch. Et nous sommes le mercredi 22 avril 2020. C'est bien ça le 22? Oui, c'est ça. J'ai toujours un petit doute sur la date. Bien, bienvenue à vous sur la chaîne. Alors, normalement vous devez bien m'entendre. N'hésitez pas à me faire un petit retour si jamais vous ne m'entendez pas bien ou si jamais vous n'entendez pas assez la musique. Moi, pour ma part, je n'entends pas bien la musique de mon côté. Donc, on va la remonter un petit peu. Voilà. Parce que c'est une musique assez douce. Et salut Dark Phoenix. Si, on t'entend bien, ça marche, c'est cool. Donc bienvenue à tous dans cette nouvelle session. Tu as l'air épuisé. Mais j'ai toujours l'air épuisé. Voilà, c'est moi, c'est DozGeek. J'ai toujours l'air épuisé. Et donc on va reprendre cette session autour de la Grèce antique. Puisque, comme vous pouvez le voir, là ça souffle à côté de moi. Comme vous pouvez le voir dans le titre aujourd'hui, on va parler d'un des plus grands acteurs de la civilisation grecque qui ait existé. Vraiment un personnage, c'est un des rares êtres humains, un des rares êtres humains à avoir accompli ce qu'il a accompli en termes de conquête, c'est-à-dire à avoir été aussi loin dans ce qu'il a fait, dans tous les territoires qu'il a conquis, dans tout l'empire qu'il a construit. Peu d'hommes sur Terre peuvent se vanter d'avoir réalisé ce qu'il a accompli en finalement très peu de temps, puisqu'il est mort assez jeune. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble tout le parcours, toute l'épopée d'Alexandre le Grand. Eh bien voilà, un personnage, un nom, un roi, un symbole de la civilisation grecque antique et qui a quelque part marqué la fin aussi de cette civilisation grecque pour aller vers une civilisation davantage pan-hellénique, c'est-à-dire qui s'est mixée, qui s'est mélangée avec d'autres cultures, avec d'autres civilisations, qui s'est ouverte vers l'extérieur, vers les autres cultures. Donc je vous propose de ce pas, tiens, on va passer en full cam avant de se lancer dans l'aventure d'Alexandre le Grand. Je vous invite à prendre un petit café avec moi, ou un chocolat chaud, ou une tisane, ou un thé. On est confiné, donc on va pas se gêner, autant passer un bon moment, autant en profiter tous ensemble. Oui, j'ai peut-être l'air un petit peu fatigué parce que c'était une aventure qu'on a vécue hier quand même sur Dead by Daylight avec toute l'équipe. Ils m'en ont fait voir des vertes et des pas mûres, c'était vraiment c'était l'aventure. Bien. Alors j'espère que... salut Big Country et Infekong, bienvenue aux portes de l'abri 42. Vous pouvez venir à tout moment sur la chaîne. Cet après-midi c'est vidéo éducative, niveau 6e, 5e, on va continuer, on va essayer de boucler la boucle sur la Grèce antique. Je ne garantis pas qu'on va boucler la boucle, mais on va essayer de compléter encore plus nos connaissances dans ce domaine qui est déjà très vaste, très large, et surtout très intéressant. Car très riche. Eh oui. Bien. Allez, je vous invite à passer déjà dans le cours. Hop, et on va découvrir le premier chapitre de cette nouvelle session. Vous allez voir, on va s'amuser, ça va être intéressant. Je vous ai préparé quelque chose de vachement... Voilà. Bienvenue dans l'univers d'Alexandre le Grand. Alors, une illustration évidemment très inspirée du film le plus récent qui existe sur Alexandre le Grand, je crois. C'est le fameux film, je crois que c'est Alexandre, en anglais Alexander the Great.
réalisé par Oliver Stone avec comme acteur principal Colin Farrell. Donc, je vous invite à aller découvrir ce film. Tiens, j'ai encore le logo du live dessiné, on va l'enlever, hop. Et sur ma webcam, on va enlever le fond aussi pour libérer un maximum l'image, voilà, pour que ce soit lisible un maximum. Voilà, là c'est plus propre. Bien les amis, allez, on démarre tout de suite, pas de fioritures, on y va direct, on replonge Marty dans le passé, dans le monde grec antique, on va aller découvrir, on va sur les pas d'Alexandre le Grand. Bien. Alors, qui était Alexandre le Grand ? Alors, on revient sur notre fameuse carte de la Grèce, à cette époque-là, c'est-à-dire la Grèce et les colonies grecques au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc on a la mer Égée, la mer Ionienne, enfin par là, la mer Égée, voilà, la Méditerranée qui est plus loin. Donc vous commencez à localiser les choses. On a la Macédoine tout là-haut, et puis plus on descend, plus on va avoir la Thessalie, l'Étolie, la Phocide, Béotie, l'Attique, avec Thèbes et Athènes, ensuite l'Arcadie plus bas, avec Sparte, la Laconie, et puis ensuite l'île devant laquelle je suis, la Crète. Et puis après les colonies grecques qui sont de ce côté-là, proches de l'Asie mineure, avec on va dire les troupes, la Grèce ionienne, on l'appelait comme ça, et notamment la fameuse ville de Troie, qui était très représentative de ces colonies grecques. Bien, alors Alexandre le Grand, revenons à Alexandre le Grand. Alexandre est le fils du roi Philippe, Philippe II, normalement. Donc il lui succède en moins 336 avant Jésus-Christ, comme roi de Macédoine. Macédoine, c'est tout ce qui est en haut, là-haut. Il n'a alors que 20 ans quand il succède à son père. Son père aurait été assassiné, alors qu'il était encore roi. Et du coup, Alexandre est obligé de succéder avec cette opportunité au trône de son père, alors qu'il n'a que 20 ans. L'enfance d'Alexandre s'est déroulée sous le signe de la conquête. Il dirige les troupes macédoniennes auprès de son père face aux armées athéniennes. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs guerres, peut-être qu'on y reviendra à l'occasion d'une autre vidéo. Il y a eu plusieurs guerres fratricides entre les différents peuples grecs, dont notamment les guerres médiques. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Pour l'instant, restons sur Alexandre. Donc il a eu l'occasion d'apprendre aux côtés de son père dans les différents conflits et dans les différentes conquêtes que le trône de Macédoine a réussi à obtenir. Il est déjà célèbre pour son courage et son habileté. Courageux, il a surtout reçu la meilleure éducation de son époque auprès du fameux philosophe Aristote. Il a lu l'Iliade, bien évidemment, et l'Odyssée, et il prend exemple sur Achille, qui est un peu le guerrier grec par excellence, qui se battait pour la gloire, et donc Achille va être en quelque sorte l'idole d'Alexandre quand il était jeune. Donc, page suivante. On va réduire un peu peut-être. Non, comme ça. Voilà, là c'est plus net. Donc après l'assassinat de son père, le roi Philippe, Alexandre hérite d'un royaume puissant et d'une armée expérimentée, avec les phalanges. On y reviendra tout à l'heure. Et il reprend le projet pan-hellénique. Qu'est-ce que c'est le projet pan-hellénique ? En fait, c'est la volonté de réunir un jour tous les peuples grecs, tous les Grecs, au sein d'une même nation. Parce qu'en fait, on en a parlé dans les différentes vidéos auparavant. On avait beaucoup de cités-États qui étaient toutes autonomes, qui étaient toutes indépendantes.
les unes des autres, mais qui n'hésitaient pas à commercer les unes avec les autres. Et donc l'idée du projet panhellénique, c'est de un anneau pour les contrôler tous. Non, c'est un jour arriver à réunir tous les Grecs au sein d'une même nation, toutes ces cités, les unifier et faire en sorte que tous ces peuples ne parlent que d'une seule voix, et quand pour des grandes causes, arriver à tous les mobiliser pour que tout le monde aille dans le même sens et avoir en quelque sorte cette puissance de l'union grecque. Donc le projet panhellénique de son père, il le reprend et il réunit la Macédoine et des cités grecques dans une coalition afin d'envahir l'Empire perse. Alors l'Empire perse qui va évidemment se trouver de mon côté, là c'est toute la zone qui est dans la lumière, toute la zone qui part de l'Asie mineure vers l'Inde, la Chine, l'Inde, les limites de l'Inde ici, le Pakistan, voilà. Juste au-dessus de l'océan Indien. Ok ? Et puis on a l'Égypte, là à ma droite. Pour vous, c'est à gauche de l'Arabie. Donc en moins 334, il débarque en Asie et il démarre une campagne qui va durer 10 ans. Voilà, 10 ans. Et ce n'est que le début d'une longue épopée, d'une longue aventure. Alors, premièrement, il remporte une première victoire contre les satrapes perses au Granique qui lui offrent l'Anatolie. Alors, l'Anatolie, c'est sur les îles grecques. Ensuite, en moins 333, il défait le roi Darius III à Issos. Alors là, on est en Asie mineure. Issos, c'est en plein milieu de la carte. Et ensuite, il entreprend la conquête de la Phénicie et marche jusqu'en Égypte. Donc il fait tout le tour de la mer Méditerranée pour arriver en Égypte, où il est proclamé, mesdames et messieurs, je vous ferai dire qu'il est proclamé pharaon. Oui, Alexandre est proclamé pharaon en Égypte. Et ensuite, il y aura la fameuse victoire à Gaugamélès en moins 331. Donc on revient en Asie mineure, au centre de la carte, qui va lui offrir la totalité de l'Empire perse. Et notamment, qui va lui ouvrir les portes de la ville de Babylone, qui est beaucoup plus bas, juste au-dessus de l'Arabie. Et donc il va mener ensuite une campagne contre les généraux perses insoumis et va s'avancer complètement vers l'est, là, derrière moi, jusqu'au pays des Chites, donc un peu plus haut, et jusqu'aux frontières pakistanaises et indiennes. Il ira le plus possible, il essaiera de repousser les limites du monde connu, du monde grec connu. Enfin, en tout cas, du monde que les Grecs connaissaient. Toujours en essayant toujours de repousser les limites, essayant d'aller toujours plus loin. Bien, page suivante. Voilà, on voit un peu mieux la carte. Donc, on peut voir, si on suit la flèche noire, on peut voir tout le parcours qu'il a effectué. Tout son empire qui s'est agrandi au fur et à mesure de ses avancées, de moins 334 à moins 323 avant Jésus-Christ. Donc il est parti de la Grèce, et bienvenue à Antamina, et bienvenue aussi à Mertica Notifière au port de la Brique à Ande. Donc il est parti de la Macédoine, et après avoir rallié les cités grecques, il est arrivé. Voilà, au fur et à mesure des flèches, elles sont jalonnées par toutes les villes qu'il a fondées et par les victoires des batailles, les victoires qu'il a obtenues sur les différentes batailles. Donc on peut voir juste en dessous de la Cappadocie, je n'arrive pas bien à lire, la Cappadoce, il y a eu la bataille d'Issos en moins 333. Ensuite il va descendre jusqu'à Damas, Jérusalem, il va aller jusqu'à
à fonder Alexandrie en Égypte, où il y a effectivement le phare d'Alexandrie. Ensuite, il va revenir dans le centre de l'Asie mineure pour remporter la bataille de Gaugamélès contre Darius. Et ensuite, après la bataille de Gaugamélès, en fait, ça va lui libérer le champ, ça va lui ouvrir la route vers la ville de Babylone, plus bas, qui va devenir en quelque sorte sa capitale, la capitale de l'Empire d'Alexandre, avant d'aller pousser encore plus loin vers l'est, jusque vers Persépolis. Persépolis, c'est le chantre de l'Empire perse, pour aller encore plus loin jusqu'à l'Hyrcanie, la mer Caspienne, jusqu'aux montagnes, tout en haut, les montagnes proches de l'Himalaya, pour aller ensuite encore plus loin jusqu'aux frontières du Pakistan, le Pakistan aujourd'hui, l'Inde, on peut voir, jusqu'à Bucéphalie, tout à droite. Enfin voilà, c'est un périple totalement incroyable. Passons à la page suivante. À la fin de son règne, ou en tout cas à la fin de son parcours, son parcours de conquête, il va diriger enfin une dernière campagne au Pendjab et dans la vallée de l'Indus, qui était le Pakistan actuel, durant laquelle il va remporter la bataille de l'Hydaspe. Donc on voit par exemple une illustration juste au-dessus de moi qui représente ce genre de bataille. Mais en moins 326 avant Jésus-Christ, ces soldats vont refuser d'avancer plus loin. Parce qu'ils seront lassés, ils seront fatigués, ils seront au bout d'un voyage de plus de 10 ans de conquête, et à partir de maintenant, à partir de ce moment-là, après la victoire de l'Hydaspe, l'armée d'Alexandre veut rentrer chez elle. Les guerriers, les soldats de l'armée d'Alexandre sont devenus des vétérans et sont là de la bataille. Ils veulent pouvoir rentrer chez eux, rentrer dans leur famille pour profiter de leur victoire, de leur gloire, de leurs honneurs, et pouvoir raconter tous les exploits qu'ils ont réalisés durant les différentes batailles, pour le peu qui ont survécu à toutes les batailles. Alexandre mourra en moins 323 à Babylone, probablement de maladie. On ne sait pas vraiment exactement, il est mort d'une fièvre assez forte. Certains émettent la théorie comme quoi il aurait été empoisonné. Évidemment, c'est une théorie tout à fait plausible, puisque quand on est empereur, je vous laisse imaginer qu'on a beaucoup d'ennemis. Donc il meurt à l'âge de 32 ans, soit de maladie, soit d'une forte fièvre provoquée, qui aurait des causes encore inexpliquées. Donc il meurt à l'âge de 32 ans, à Babylone. C'est la fameuse ville que vous pouvez voir à ma droite, ou sur ma gauche, les illustrations que vous voyez sur votre gauche. La Babylone de l'époque, qui était une ville remarquable pour son époque, un exemple de civilisation et de richesse culturelle, artistique, économique. Il meurt avant d'avoir pu mener ses projets de conquête de la péninsule arabique. Donc, essayez d'imaginer, on a un jeune roi, il vient de recevoir, d'hériter du trône de Macédoine à seulement 20 ans. Et pendant 10 ans, il va, un peu plus de 10 ans, il va mener une campagne de conquête, une campagne frénétique de conquête à travers le monde. Il va essayer d'étendre le monde grec jusque vers l'est le plus loin possible pendant 10 à 12 ans. Il ne va pas arrêter, il va faire que des batailles pour essayer d'agrandir le plus possible l'empire grec. Et donc à 32 ans, seulement 12 ans après son règne, après son couronnement, il meurt. Donc vraiment, cette période de conquête aura été vraiment très courte, relativement, si on regarde tout ça avec le recul.
pendant seulement 12 ans, il aura réussi à conquérir nombre de territoires et de royaumes de l'Empire perse et des autres royaumes avoisinants. Regardez ces magnifiques illustrations, c'est des reconstitutions de la ville de Babylone de l'époque, avec la fameuse les tours en bleu, là, peintes en bleu. C'était comme ça à l'époque. Ça s'appelait la porte d'Ishtar. C'était par cette porte qu'on rentrait dans Babylone. Page suivante. Donc Alexandre, c'était un roi bâtisseur. Alexandre est souvent considéré comme le plus grand génie militaire de l'Antiquité. À la fois stratège hors pair et combattant téméraire. Roi bâtisseur, Alexandre a fondé une vingtaine de cités, la plus importante étant Alexandrie d'Égypte, et notamment son fameux phare d'Alexandrie, comme on peut voir sur l'illustration, et a implanté des colonies jusqu'aux confins de l'Asie, étendant notablement l'influence de l'hellénisme, c'est-à-dire l'ensemble de la civilisation grecque, c'est ça l'hellénisme. Et il se place, de cette manière, dans la continuité des souverains achéménides. Il faut savoir que l'empire achéménide, c'était le premier des empires perses à régner sur le Moyen-Orient durant le premier millénaire avant Jésus-Christ. Voilà, Achéménide, c'était l'ancêtre des empires perses. Et donc cet empire s'étendait sur une bonne partie de l'Asie mineure. Donc il se place dans la continuité de ces souverains achéménides et il cherche à assimiler les élites asiatiques, tous ces représentants, tous ces rois, toutes ces autorités, ces responsables, ces chefs de guerre de toute l'Asie mineure. Il cherche à les assimiler dans la civilisation grecque pour en faire ses alliés, avec pour objectif d'assurer la pérennité de l'empire qu'il a créé. Il veut pacifier son empire. Après avoir conquis les territoires et les peuples, il veut pacifier l'empire qu'il est en train de créer pour essayer de faire en sorte que tout le monde vive dans une harmonie, que toute la vie économique, la vie culturelle, la vie artistique puisse continuer son cours. Comme par exemple en témoigne son mariage avec la fameuse princesse de Bactriane qui s'appelait Roxane, qu'on peut voir sur l'image au-dessus de moi. C'est l'exemple flagrant de sa volonté de créer des alliances avec les peuples, avec les royaumes qu'il conquérait. Donc là c'était un mariage d'intérêt, il s'est marié avec la princesse de Bactriane pour montrer sa volonté de paix, d'amour et de travailler ensemble, de construire des choses ensemble avec les autres peuples. Après leur avoir mis une pile pendant les batailles, bien sûr. Ça faisait partie du jeu à l'époque. Donc son empire est partagé à sa mort entre ses principaux généraux, qu'on appelait les diadoques, qui forment à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ les différents royaumes de la période hellénistique. Alors effectivement, à sa mort, en moins 323 avant Jésus-Christ, à sa mort, à la mort d'Alexandre, eh bien tout cet empire, malheureusement, qu'il a créé, va être morcelé par ces différents généraux, les diadoques, qui vont se partager l'empire et forcément qui vont contribuer de cette manière au déclin de la civilisation, du rêve de civilisation grecque qu'avait Alexandre. C'est-à-dire on va assister à un retour en arrière. C'était un petit peu obligé puisque Alexandre avait construit un empire tellement vaste, tellement grand. Comment arriver à contrôler une zone aussi grande, aussi étendue, avec un nombre assez faible, un nombre assez peu élevé de généraux, de gens fiables. C'est très difficile. Quand on a un empire immense, très vaste, on augmente les risques, évidemment, qu'il y ait des petits chefs locaux qui essayent de reprendre le pouvoir, qui essayent de tirer la couverture à eux, qui essayent de reprendre le pouvoir au niveau local. Donc c'était un beau rêve, mais qui n'aura pas duré très longtemps.
Alexandre, c'est aussi le conquérant civilisateur, Alexandre le Grand. Le règne d'Alexandre va devenir presque un mythe, où il est présenté comme un héros divinisé. Cette renommée, malgré des critiques par rapport à ses excès ou à sa cruauté, dépasse ensuite les frontières du monde grec pour prendre place parmi les écrits des religions monothéistes. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Aujourd'hui, on est dans les religions monothéistes, c'est-à-dire que ce sont des religions à un seul Dieu. Religion chrétienne ou religion musulmane, voilà, ce sont les religions monothéistes d'aujourd'hui. Oui, il y en a d'autres, hein. Le bouddhisme, voilà. Alors que je rappelle que la civilisation grecque avait une culture et une religion qui permettait de vénérer plusieurs dieux différents, hein. Il y avait Zeus, mais il y avait toute une famille de dieux autour de Zeus. Le dieu de la guerre, le dieu de la victoire, la déesse de la victoire, etc., etc. Et donc, bon, il a construit un empire. Cet empire s'est par la suite morcelé après sa mort. Mais il a incarné, par ses exploits, par l'exploit de conquête qu'il a réalisé en très peu de temps et dans la démesure qui a été la sienne, il incarne une sorte d'idéal du héros grec, une sorte d'idéal chevaleresque, du chevalier conquérant, et notamment civilisateur, puisqu'il a apporté aussi dans toutes les villes qu'il a conquis, il a apporté, et qu'il a voulu pacifier par la suite, il a apporté cette richesse culturelle, il a essayé de cultiver la richesse artistique aussi, d'encourager ça. Et c'est pourquoi toutes les civilisations qui ont suivi ont gardé cet aspect positif, ces choses positives, ces traces de culture qu'il a laissées, et ont voulu s'en inspirer. Donc dans la Rome antique, il a été considéré comme un modèle pour nombre de généraux et d'empereurs, puisque c'était un génie de la stratégie de guerre. On va en parler tout à l'heure. Et dans l'Empire byzantin, c'est-à-dire l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire l'Empire romain, les colonies romaines de l'Est, il a bénéficié d'une grande popularité dans tous les milieux sociaux et représentait l'idéal du souverain, tout en connaissant une forme de christianisation par la suite. Et dans l'Europe médiévale, bien après, l'Europe du Moyen-Âge, il est devenu comme un exemple de vertu chevaleresque au travers du roman d'Alexandre. Donc on peut voir une statue, une sculpture du buste d'Alexandre avec son casque. Alors ça, c'était un casque très inspiré Renaissance, qui rappelle un peu, qui fait penser un peu au casque de la garde républicaine française. Alors, comme on parlait de ses influences et des traces qu'il a laissées dans notre culture et dans notre civilisation moderne, à l'époque moderne, il est devenu pendant un temps un modèle d'ailleurs pour Louis XIV, le roi Soleil. Et au siècle des Lumières, donc au moment de la Révolution française, il est apparu comme celui qui a étendu la civilisation européenne et ouvert le commerce entre l'Europe et l'Asie. Et oui, puisque avant le passage d'Alexandre, il y avait ces constantes confrontations entre l'Empire perse et le monde grec antique. Le monde grec antique qui était assimilé à la civilisation européenne. Et donc, après le passage d'Alexandre, ce passage d'Alexandre, en fait, a en quelque sorte constitué une sorte de révolution. Une révolution à différents niveaux. Révolution culturelle, artistique, même une révolution au niveau des techniques de guerre. Alexandre a apporté il a innové énormément en matière de stratégie de guerre, de tactique. C'est ce qui lui a permis d'accumuler autant de conquêtes face aux armées perses de Darius. Et donc à l'époque contemporaine, il inspire, c'est-à-dire aujourd'hui,
Il inspire souvent la volonté d'indépendance des Grecs et devient le modèle du conquérant civilisateur pour les promoteurs de la colonisation européenne. En Asie, il bénéficie d'une grande postérité sous le nom d'Iskandar, ou Iskander. Et enfin, il est représenté dans de nombreuses œuvres d'art de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Alors là, par exemple, la sculpture que vous pouvez voir juste à côté de moi, la fameuse statue, c'est une statue qui est visible au Jardin des Tuileries à Paris. Une statue qui représente Alexandre le Grand. Avec là, par exemple, on voit bien le casque type du guerrier grec. Et donc, évidemment, les actes de bravoure d'Alexandre le Grand lui ont aussi valu des adaptations au cinéma, donc notamment le fameux film d'Hollywood juste au-dessus, Alexander the Great, avec Richard Burton. Je ne me souviens plus en quelle année il est sorti ce film, mais c'est certainement dans les années 50. Vous voyez, en Technicolor, en cinémascope. Et ensuite, le film, juste au-dessus de moi, Alexandre, le plus récent, film d'Oliver Stone. Incarné par Colin Farrell. Un film que je vous recommande, hein, il est assez sympa. Assez fidèle à toute l'histoire d'Alexandre le Grand. Alors, les conquêtes d'Alexandre le Grand. Ça, c'est intéressant parce que on va voir un peu plus sur la carte jusqu'où il est allé. Donc les différentes conquêtes d'Alexandre le Grand sont l'Empire perse, voilà, l'Empire perse, tout ce qui est en jaune. Il sort victorieux après quelques-unes des batailles contre l'armée. Non, il y a une erreur, une faute de frappe dans la phrase. En fait, il sort victorieux de la majorité des batailles contre l'armée de Darius, le roi des Perses. Et à l'issue de ces batailles, donc on peut voir hein, là où il y a les petits flashs, ce sont les principales batailles. Gaugamélès notamment, Issos. Ensuite, il y a eu l'Hydaspe tout à droite. Alexandre s'empare en 13 ans, tout à l'heure on disait 12 ans, c'est 12, 13 ans, voilà. Il s'empare de son empire et se rend maître de l'Asie mineure, et il venge ainsi Athènes de la destruction de l'acropole commise par les Perses durant les guerres médiques, qui opposaient les Grecs et les Perses de l'empire achéménide au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui avait été déclenchée par la révolte des cités grecques asiatiques avec le soutien d'Athènes contre la domination perse. Les cités grecques asiatiques, ce sont toutes ces cités qui sont sur la côte ouest du continent là, de l'Asie mineure, qui est en jaune. Notamment Troie en faisait partie. Elles étaient sur le continent géographiquement le plus dominé par l'Empire perse. Ensuite, il a conquis la Syrie, donc qui est au milieu de la carte, l'Égypte, tout en bas à gauche, sur les bords du Nil, et la Mésopotamie. La Mésopotamie qui est plus à droite de la Syrie. Mésopotamie où il y avait Gaugamélès et puis évidemment Babylone, où il a vécu à sa mort. Babylone, c'était la capitale de l'empire d'Alexandre le Grand. Pourquoi on l'a appelé Alexandre le Grand? En fait, il porte le nom d'Alexandre le Grand car ses conquêtes sont vastes. Et il lui faut maintenant gouverner cet empire de plus de 4000 km d'est en ouest et de 2000 km du nord au sud. L'évolution de la civilisation grecque. Grâce à la dynamique impulsée par Alexandre, la civilisation grecque va se diffuser sur un immense territoire et évoluer au contact des autres civilisations. Alexandre le Grand va encourager les mariages mixtes entre les Grecs et les peuples conquis. Il va fixer des garnisons de soldats grecs sur place.
dans la mesure du possible. Alors, la fameuse armée d'Alexandre le Grand. En quelque sorte, sa force, n'est-ce pas ? Alexandre était à la tête d'une armée moderne, organisée en phalanges, équipée de sarisses et accompagnée d'une cavalerie très mobile. Alors la phalange, vous la voyez là, juste à droite, c'était cette formation de soldats grecs, ces hoplites, avec ces grandes lances qu'on appelait les sarisses. Alors, cette illustration est très intéressante, c'est une reconstitution d'une phalange. Les soldats d'Alexandre sont regroupés en phalanges de 16 rangs, de 16 hommes et armés de longues lances de 5,5 mètres, les sarisses. Ça variait de 5,5 mètres 50 à 6 mètres de long, ces fameuses lances. Et donc, pour les soldats qui étaient en arrière, ils levaient la lance en hauteur pour stopper, en quelque sorte, les flèches ennemies qui pleuvaient sur les soldats. Ça constituait une sorte de bouclier au niveau des têtes, enfin au-dessus des têtes jusque devant. Et imaginez, lorsque les cavaleries ennemies fondaient sur la phalange, elles venaient s'empaler littéralement sur les lances des premiers rangs. La phalange, c'est une formation de soldats organisés en plusieurs rangs serrés, donc armés de piques et de boucliers. Et pour rendre la phalange macédonienne plus efficace, Philippe, le roi Philippe, allège la tenue et l'armement de ses soldats afin qu'ils puissent porter une longue pique de 6 mètres, la sarisse. Cette pique, dotée de pointes en bronze aux deux extrémités, pouvait être plantée dans le sol. Les piques des 5 premiers rangs dépassaient de la phalange et pouvaient briser les charges des fantassins et même des cavaliers ennemis. Les soldats des rangs suivants maintenaient leurs piques en l'air pour protéger les premiers rangs des projectiles de l'ennemi. Devenu roi, Alexandre va bénéficier des innovations militaires de son père. Vous voyez, c'était très impressionnant. Alors, à partir de ce moment-là, à partir du règne d'Alexandre, puisque c'était cette armée-là qui était présente majoritairement en Grèce, on ne l'appelait plus l'armée grecque, on l'appelait l'armée macédonienne, puisque c'était le roi de Macédoine, Alexandre. Donc c'est devenu l'armée macédonienne. Alors maintenant revenons à la ville d'Alexandrie, qui a été fondée par Alexandre. C'est la ville la plus célèbre fondée par Alexandre le Grand, dans le delta du Nil, notamment en Égypte. Alexandre va répandre la civilisation hellénistique, c'est-à-dire la dernière période chronologique de la civilisation grecque antique avant l'Empire romain. Il va la répandre à tout l'Orient. Et donc Alexandrie, c'était une ville cosmopolite de 500 000 habitants, des Juifs, des Grecs, des Égyptiens, qui étaient présents. On y trouvait des temples grecs, des temples égyptiens. Alexandrie, c'était un centre culturel important. On y trouvait des gymnases, un théâtre et le plus grand musée du monde méditerranéen. Et le phare, vous voyez, qui est toujours présent actuellement, qui fait partie, c'est une des 7 merveilles du monde antique. Alexandrie, c'était aussi un centre commercial important. Elle se trouvait au carrefour des routes commerciales, et son port était visible de très loin grâce à son fameux phare d'Alexandrie, une des 7 merveilles du monde. Et bienvenue aux nouveaux arrivants sur la TV42. Bienvenue, tiens, salut Strass également. Bonjour à toi. Alors, la fin du règne d'Alexandre le Grand. Nous y arrivons. Donc en moins 326, tout à l'heure j'ai dit moins 323, j'ai dû me tromper. En moins 326 avant Jésus-Christ, Alexandre parvient aux rives de l'Indus. Ah non, non, c'est bien ça, il meurt en moins 323. Donc il arrive aux portes de l'Inde en moins 326. Un monde riche et mal connu des Grecs et des Macédoniens. Mais son armée est épuisée et Alexandre
doit se résoudre à faire demi-tour. Fatigué par presque 20 années de guerre et des milliers de kilomètres parcourus, certains de ses généraux se révoltent. Et donc Alexandre va mourir en moins 323 avant Jésus-Christ à Babylone, la fameuse capitale de son empire. À la mort d'Alexandre le Grand, alors l'illustration du haut c'est très intéressant puisque vous voyez c'est l'exemple des différences de culture, des différences de tactiques guerrières qu'il a dû affronter, auquel il a été confronté pendant son épopée. C'est-à-dire que sur les rives de l'Indus, il a été confronté à d'autres façons de se battre, et notamment voilà, ces armées qui se battaient, qui utilisaient des éléphants de guerre. Et donc qui étaient très impressionnants, et qui ont mis à mal de nombreuses fois les fantassins de l'armée d'Alexandre, et aussi la cavalerie. Mais il a réussi à vaincre malgré tout, et il en a fait sa force quelque part, puisqu'en fait il essayait de tirer leçon de ces erreurs et des différences de ces éléments auxquels il était confronté, ces nouveaux éléments. Et donc il a intégré par la suite cet élément d'éléphant de guerre dans son armée, ce qui a contribué à accroître encore plus la puissance et la force de son armée. Et donc l'illustration du dessous, c'est une représentation de la mort d'Alexandre, donc sur son lit. Comme je disais tout à l'heure, il plane un certain flou sur les causes de son décès. On dit qu'il était malade, ou qu'il a eu une forte fièvre, ou qu'il aurait été empoisonné. Voilà, c'est encore difficile de savoir les causes exactes de sa mort. Et donc à sa mort, ces généraux vont se proclamer rois, les fameux diadoques, et fonder des dynasties pour se partager l'empire d'Alexandre. C'est la naissance des royaumes hellénistiques. Et la civilisation hellénistique, c'est donc la civilisation qui mélange la culture grecque et la culture orientale, c'est-à-dire celle de l'ancien empire perse. Une mixité culturelle. Bien. Ainsi prend fin cette session où j'ai essayé de vous délivrer les notions fondamentales, les notions essentielles de toute l'épopée, de tout le parcours d'Alexandre le Grand. Maintenant, je vous propose qu'on regarde quelques petites vidéos qui vont reprendre tout ce que j'ai dit, et en images, des images animées, des images qui bougent, pour essayer vraiment d'imprimer tout ce qu'on a vu. Et vous allez voir, c'est très intéressant aussi, il y a une vidéo qui est très sympa, très intéressante sur la technique de guerre d'Alexandre le Grand. Comment il a pu venir à bout de ses adversaires, et notamment de Darius, aussi facilement, alors qu'il était souvent, son armée était souvent inférieure en nombre. Il faut savoir que dans la majorité des conflits, l'armée perse était souvent elle comptait autour de 100 000 à 150 000 soldats, et face à cette armée perse, on avait l'armée d'Alexandre le Grand qui ne comptait que 30 000 à 40 000 soldats macédoniens. Et c'est la force d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire que quelque part le fait d'avoir une armée moins importante, elle était plus dynamique, plus réactive, et elle était mieux organisée et donc plus puissante. Et donc c'est également de la stratégie de guerre d'Alexandre le Grand qu'est née l'expression entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que Alexandre avait pour habitude d'inciter l'armée adverse à se diriger vers le premier rang de fantassins qui était au milieu du champ de bataille. Donc il avait tendance à faire venir l'armée adverse, la faire venir s'entasser sur ces fameuses phalanges, pour ensuite contourner par les côtés avec sa cavalerie l'armée adverse,
et ensuite procéder comme le marteau sur l'enclume, c'est-à-dire avec sa cavalerie, il attaquait par les côtés l'armée perse et il faisait un véritable balayage des fantassins ennemis. Et donc, comme un marteau sur une enclume, il écrasait complètement l'armée adverse. Donc, et c'est notamment le cas de la bataille d'Issos. À 40 000 contre 100 000, il a renvoyé littéralement le roi Darius III dans ses pénates, la queue entre les jambes, parce qu'il a, grâce à cette force stratégique et cette vision, cette inspiration qu'il avait sur le champ de bataille. Bien, regardons les vidéos que je vous ai préparées. Attention, un nouveau survivant aux portes de la brille. Merci pour le follow. C'est Soso El Girafe. Merci à toi et bienvenue sur la TV 42. Allez, on va regarder une vidéo. Voilà. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans le chat, c'est toujours sympa. Hop. On va couper la musique et je vais vous lancer la vidéo. C'est parti. Une vidéo sur YouTube. L'Empire d'Alexandre le Grand et la bataille de Gaugamélès. Une des fameuses batailles, notamment, qui lui a ouvert les portes vers Babylone. Alexandre le Grand est un des plus grands conquérants de l'histoire. Il devient roi de Macédoine à la mort de son père Philippe II, en 336 avant notre ère. À l'âge de seulement 20 ans, il hérite d'un royaume qui compte et d'une armée puissante. Dans un premier temps, il assure la domination macédonienne sur les cités grecques, en prenant une place centrale au sein de la Ligue de Corinthe qui les rassemble. Par la suite, il décide de reprendre le projet de son père, l'invasion de l'Asie mineure, ce qui suppose une guerre contre l'Empire perse dirigé par Darius III. Cette guerre connaît son dénouement lors de l'importante bataille de Gaugamélès en -331. En 334 avant notre ère, Alexandre débarque en Asie mineure et remporte plusieurs batailles face aux Perses. Il s'empare rapidement de l'Anatolie suite à sa victoire lors de la bataille du Granique. Lors de la bataille d'Issos, Alexandre le Grand inflige une première lourde défaite à Darius et à l'armée perse. La voie étant libre, Alexandre poursuit son chemin et s'empare de la Phénicie puis de l'Égypte. En -331, le jeune Macédonien veut aller plus loin et fait route vers Babylone, au cœur de l'Empire perse. Mais il apprend qu'au même moment, l'empereur perse Darius forme une nouvelle armée. Alexandre change alors d'itinéraire et met son armée en marche en direction de la plaine de Gaugamélès, où Darius l'attend. La préparation de la bataille est importante pour Darius qui accumule les défaites. La plaine de Gaugamélès a été choisie parce que c'est un terrain favorable, sans obstacle, qui lui permet de profiter du surnombre de son armée. En effet, l'armée de Darius compte au moins 100 000 hommes, mais aussi des éléphants de guerre, des chars de combat et des cavaliers. De son côté, l'armée d'Alexandre compte 40 000 fantassins et 7 000 cavaliers. C'est une armée puissante qui a été réformée par son père et qui est expérimentée. Elle mélange macédoniens et mercenaires et compte notamment des hoplites, la lourde infanterie grecque. Le jour de la bataille, Alexandre dispose son armée en diagonale et mène le flanc droit à la tête de sa cavalerie. L'armée perse qui se rapproche envoie ses chars, qui sont vite maîtrisés par l'infanterie macédonienne. Sur le flanc droit, Alexandre pousse jusqu'à être séparé du reste de son armée, cela pour étirer les nombreuses troupes perses. Cela fonctionne puisqu'elles le poursuivent pour éviter d'être débordées. De cette façon, Alexandre obtient une brèche dans la formation perse. Il s'y engouffre alors avec sa cavalerie. Observant la manœuvre, Darius décide de prendre la fuite, mais Alexandre ne peut pas se lancer à sa poursuite. Parménion, un de ses généraux, est en difficulté sur le flanc gauche face à la cavalerie perse. Malgré tout, la bataille est une grande victoire macédonienne. Elle est considérée comme décisive. Après cette bataille, Alexandre peut en effet entrer dans Babylone. L'année suivante, en -330, il prend aussi possession de Persépolis, capitale de l'Empire perse située plus à l'est. L'Empire perse cesse alors d'exister, d'autant plus que Darius a été assassiné la même année, signant aussi la disparition de la dynastie achéménide. Mais Alexandre doit encore pacifier son nouvel empire,
C'est une longue campagne qu'il occupe de 329 à 327 avant notre ère, dans l'est de l'ancien empire perse, et qu'il oppose autant aux gouverneurs locaux, les satrapes perses, qu'aux peuples nomades. Une fois l'empire pacifié, la conquête aurait pu s'arrêter là, mais Alexandre souhaite poursuivre son expansion, et cela malgré la contestation d'une partie de son armée, qui souhaite rentrer en Macédoine après cette longue campagne de 10 ans. Alexandre souhaite faire la conquête de l'Inde. Il atteint même le fleuve de l'Indus qui en marque la limite. Mais les rébellions de l'armée le contraignent à faire demi-tour. Il décide alors de retourner à Babylone, qui est devenue sa capitale. Revenu à Babylone, Alexandre le Grand y meurt en -323, à l'âge de seulement 33 ans et de façon mystérieuse. Il laisse derrière lui un immense empire conquis en une dizaine d'années à peine. Cependant, cet empire ne survivra pas à sa mort et au problème de sa succession, puisque son fils Alexandre IV naît en -323, quelques mois après sa mort, et ne règne pas vraiment avant d'être assassiné en 310 avant notre ère. Voilà. Alors, c'est la fin de cette vidéo qui était très intéressante et qui reprend de très belle manière tout ce qui a été dit. Vous voyez, c'est très synthétique, c'est très efficace. Et maintenant, elle a le mérite d'être claire sur toute la phase de progression de comment il a construit son empire de A à Z. Et je vais vous montrer une nouvelle vidéo, c'est Persépolis, c'est sur Persépolis. Comme on a vu qu'en fait il a conquis aussi Persépolis qui était la capitale de l'Empire perse. Donc ce sont des images qui montrent un peu les vestiges de la ville, cette fameuse cité perse. Vous allez voir, c'est très intéressant aussi. Taureau à tête humaine. Ok, voilà, c'était des petites vidéos pour vous montrer un peu ce que c'était. Très intéressant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, enfin moi en tout cas je trouve que c'est très intéressant. C'est toujours très intéressant. Et j'espère que vous aurez appris des choses. Bien, revenons à notre petit cours sur Alexandre le Grand et le monde grec antique. Alors, comme d'habitude, après la séquence vidéo, je vous propose que on passe à une petite séance de questions-réponses, pour vérifier si vous avez bien retenu tout ce qui a été dit. Vous n'y attendiez pas. Eh oui. Alors, il y a des pins Alexandre le Grand à gagner sur la TV42 si vous arrivez à répondre tout bon à toutes les questions. Bien, et bienvenue aux nouveaux arrivants à chaque fois, aux nouveaux arrivants sur la TV42. Anno Wegnut, Melissa, tout ça, Chad McDaddy, Portly Popudal, bienvenue aux portes de l'abri 42. Allez, n'hésitez pas à l'occasion à follow la chaîne, hein, si ce que vous voyez ça vous intéresse, ça vous plaît. Voilà, ce sera... c'est toujours un signe de reconnaissance pour tout ce qu'on fait sur la chaîne. Et bonjour Lestadous, bonjour à toi. Merci pour le coucou. Allez, première question. Quel territoire n'a pas été conquis par Alexandre durant toute son épopée? La Mésopotamie, la Gaule, la Syrie, l'Égypte. Vous avez 3 secondes pour répondre. A. Est-ce que vous avez retenu tout ce qu'on a dit? Quel est selon vous le territoire qui n'a pas été conquis par Alexandre? La Gaule, oui, bonne réponse. Tout à fait, c'est Lestadous qui a répondu en premier. Effectivement, la bonne réponse c'était la Gaule. C'est le seul territoire qui n'a pas été conquis par Alexandre. On va juste récapituler ce qu'on a dit tout à l'heure. Les différentes conquêtes d'Alexandre le Grand sont l'Empire perse. Il est sorti victorieux après les batailles contre l'armée de Darius, le roi des Perses. Et donc Alexandre, à l'issue de ces batailles, s'est emparé en 13 ans de son empire, c'est-à-dire l'empire de Darius, et il va se rendre maître de l'Asie mineure.
Ensuite, il a conquis également la Syrie, l'Égypte et la Mésopotamie. Mésopotamie qui était ce territoire entre... je sais plus, je vais le retrouver. Entre les deux fleuves. Le Tigre et l'Euphrate, voilà, c'est ça. Et l'Inde, il a conquis également une partie de l'Inde à l'issue de la bataille de l'Hydaspe face au grand roi Poros ou Porus sur les rives du fleuve Hydaspe en moins 326 avant Jésus-Christ. Là par exemple c'est une scène tirée du film Alexandre le Grand où on voit cette fameuse séquence de bataille où il affronte sur son fameux destrier un éléphant de guerre. Alors, la bataille de l'Hydaspe, c'était sur le territoire du Pakistan, l'actuel Pakistan, et c'est la première fois où les soldats macédoniens, 60 000 hommes, dont la moitié sont des orientaux, sont confrontés à un nombre important d'éléphants de guerre. Et c'est au cours, encore une fois, de la bataille de l'Hydaspe que les Macédoniens ont affronté une véritable charge de pachydermes, donc les éléphants, et la cavalerie s'étant montrée finalement peu convaincante contre les éléphants, et les phalangites ayant subi de lourdes pertes. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'armée macédonienne refusera ensuite de suivre Alexandre plus loin, au-delà du fleuve. Puisque effectivement ce genre d'attaque c'était assez impressionnant. Et imaginez quand vous avez des centaines d'éléphants de guerre qui vous foncent dessus. Alors, question suivante. Qui sont les parents d'Alexandre le Grand ? Ça aussi, on en a parlé. Alexandre le Grand, que vous pouvez voir sur cette sculpture, sur cette œuvre artistique. Alors, les parents d'Alexandre le Grand sont-ils Aristote et Ptolémée ? Est-ce qu'il s'agit d'Emmanuel et Brigitte ? On les salue. Philippe II et Olympias ? Ou alors Homère et Végéta ? Super Saiyan. Alors, vous avez 3 secondes. Le temps de regarder sur Google. Allez, 3, 2, 1. Donc, les parents d'Alexandre le Grand sont le roi Philippe II et Olympias. Ah non, les Stadous, c'était pas Aristote et Ptolémée, c'était Philippe II et Olympias, comme on peut voir sur ces photos. Alors, fils de Philippe II et Olympias, élève d'Aristote, et oui, il était seulement élève du philosophe Aristote, et roi de Macédoine à partir de moins 336 avant Jésus-Christ, Alexandre devient l'un des plus grands conquérants de l'histoire en prenant possession de l'immense empire perse et en s'avançant jusqu'aux rives de l'Indus. Alors Philippe II, qui est sur la statue, le buste à gauche, est né en 382 avant Jésus-Christ. Et il fut le promoteur de profondes réformes politiques et militaires qui ont permis l'émergence de la Macédoine. Il a soumis les cités grecques, dont Athènes et Thèbes, et préparé ainsi l'expédition contre les Perses achéménides qu'Alexandre, ou Alexandre III, c'était aussi son nom, dirigera après sa mort. Et Olympias, c'est donc la fameuse reine que vous voyez sur l'autre photo, incarnée par Angelina Jolie dans le film d'Oliver Stone. Olympias, qui est née en moins 375 avant Jésus-Christ, était une princesse d'Épire de la dynastie des Éacides. Elle était aussi appelée, cette dynastie, la tribu des Molosses, et elle deviendra prêtresse de Zeus et donnera naissance à Alexandre le Grand et à Cléopâtre de Macédoine. Donc il avait une sœur qui s'appelait Cléopâtre de Macédoine. Olympias a souvent interféré dans les affaires publiques du roi, tout en conservant l'affection de son fils jusqu'à la fin, et en gardant un lien affectif très fort avec lui, allant jusqu'à supposer la possibilité d'un complexe maternel chez Alexandre, selon certains historiens. Et oui, parce qu'elle était quand même inquiète par rapport au manque d'intérêt qu'avait Alexandre pour les femmes. Et donc,
Voilà, bon, c'est une pratique de l'époque. Donc du coup, c'est ce qui l'a amené ou poussé à encourager son fils à avoir des relations avec des courtisanes comme Calixine par exemple, ou alors par la suite à se marier avec la princesse Roxane, la princesse de Bactriane. Voilà, c'est ce qui a permis par la suite d'avoir sa descendance, d'avoir un héritier, Alexandre IV. Mais comme vous l'avez vu, Alexandre IV a été ensuite assassiné quelques années après sa naissance. Pour permettre, quelque part, aux différents généraux d'Alexandre de régner sur les différents morceaux de l'empire d'Alexandre. Allez, question suivante. Combien y a-t-il de merveilles du monde antique ? Ah, on en a parlé tout à l'heure avec le phare d'Alexandrie. Est-ce qu'il y en a 2 des merveilles du monde ? Est-ce qu'il y en a 3 ? Est-ce qu'il y en a 5 ? Ou est-ce qu'il y en a 7 ? On dit généralement les merveilles du monde. Donc déjà, le phare d'Alexandrie, on sait que c'est une des merveilles du monde. Ah ah. 7. L'Estadous nous dit 7. Effectivement, bonne réponse de l'Estadous. Deuxième bonne réponse, bravo. Il y en a 7, les 7 merveilles du monde, ou les 7 merveilles du monde antiques. Donc premièrement, la première, on a la fameuse pyramide de Khéops, en Égypte. La deuxième merveille du monde, ce sont les jardins suspendus de Babylone. Et oui, Babylone, la ville qui avait été choisie comme capitale de l'empire d'Alexandre, qui avait été ravie aux Perses. La troisième merveille du monde, c'est la statue de Zeus à Olympie, donc en Grèce. La quatrième, c'est le mausolée d'Halicarnasse, en Turquie. La cinquième, c'est le temple d'Artémis, à Éphèse. La sixième merveille du monde, c'est le fameux colosse de Rhodes, qui est en fait la statue d'Hélios, du dieu Hélios, qui a une hauteur de 30 mètres, qui est sur la mer Égée, à proximité des côtes turques, et qui marquait l'entrée du port de la ville de Rhodes, je crois. Avec son fameux flambeau tenu dans la main, qui faisait office de phare également. Et ensuite, la septième merveille du monde, et dernière, le phare d'Alexandrie, en Égypte, d'ailleurs, qui est toujours debout aujourd'hui. Je vais vérifier. Mais je ne crois pas trop me tromper. Normalement, il existe toujours, hein, je crois. Ou non, en fait, ce sont des copies. Je regarde sur Wikipédia. Peut-être qu'il n'aura pas résisté à l'usure du temps. Ouais, c'est ça en fait. Il a disparu et en fait on a identifié le site des vestiges du phare d'Alexandrie. Et il y a encore des recherches actuellement, dans les eaux d'Alexandrie pour trouver tous les blocs qui constituent le phare d'Alexandrie. Mais on a réussi à identifier le site. Et donc sur internet, vous pouvez voir des photos de copies du phare d'Alexandrie pour montrer un peu la représentation, enfin à quoi il ressemblait à l'époque. Voilà. Allez, question suivante. Quelle formation militaire était typique de l'armée macédonienne et qui a fait sa force? Est-ce que son armée était organisée en escouade? Est-ce que son armée était organisée en oppidum? Est-ce qu'elle était organisée en phalange? Ou est-ce qu'elle était organisée en giroflée?
Ah, question technique. J'ai envie de dire, la réponse est dans l'image. Donc on peut voir sur l'image ces casques qui étaient très typiques de l'armée macédonienne. Hein. Ce n'est plus l'ère des hoplites grecs. On voit que les armures ont évolué et dans le sens de la légèreté et pour pouvoir avoir plus de maniabilité au niveau des lances et des boucliers. Mais les casques restent encore, gardent beaucoup de caractère. On arrive à reconnaître le casque macédonien. Donc 3 secondes. 3, 2, 1 et je donne la réponse. La réponse, c'était la phalange. Donc la phalange, effectivement, qui était une formation de soldats organisés en plusieurs rangs serrés, armés de piques et de boucliers. Et donc le roi Philippe II avait allégé la tenue effectivement et l'armement de ses soldats afin qu'ils puissent porter une longue pique de 6 mètres, la sarisse. Et non, l'estadous, c'était pas l'oppidum, c'était la phalange. Donc au cours des batailles du Granique en moins 334 et d'Issos en moins 333, remportées contre l'armée perse de Darius III, Alexandre va employer la tactique dite du marteau et de l'enclume, ou l'encerclement par des unités rapides. On en parlait tout à l'heure, je vous expliquais un peu la technique du marteau et l'enclume, c'est-à-dire un premier rang était constitué uniquement de phalanges, c'était l'enclume qui avançait de front face à l'armée perse, de manière à ce que l'armée perse avance elle aussi et vienne s'empiler contre cette enclume. Et par les côtés venait la cavalerie d'Alexandre pour attaquer par les côtés l'armée perse et la balayer sur l'enclume, frappant comme un marteau. Mais lors de la bataille de Gaugamélès, en moins 331, les Perses possèdent une armée largement supérieure en nombre à l'armée macédonienne. Cette tactique de l'encerclement par des unités rapides et puissantes n'est plus envisageable. Alors Alexandre doit composer et décide d'une formation de combat innovante pour l'époque. Ces unités sont disposées en échelons, les phalanges, et elles feignent de vouloir contourner l'ennemi pour mieux le diviser, et créer ainsi une brèche dans ses lignes de défense. En fait, il a organisé son armée en petits groupes, des phalanges, qui vont se déplacer, qui vont être très mobiles, et qui vont permettre de déplacer l'armée adverse aisément et de créer ainsi des brèches pour pouvoir s'y infiltrer avec la cavalerie. Allez, question suivante. Quel était le nom du cheval d'Alexandre le Grand ? Ah, alors on y a fait allusion très rapidement, très subrepticement comme ça dans la vidéo, pendant le live, mais est-ce que vous allez arriver à savoir, à retrouver comment s'appelle le cheval d'Alexandre ? Est-ce qu'il s'agit de Pégase, Bucéphale, Artémis ou Sophocle? Et là, sur cette image, on peut voir Alexandre, alors qu'il était jeune, en train de dompter ce fameux cheval, qui est devenu un des chevaux qui ont marqué l'histoire. À votre avis? Allez, je vous donne encore 3 secondes. Bucéphale, oui, bonne réponse, l'Estadous. Effectivement, c'était Bucéphale. Bonne réponse. 3e bonne réponse de l'Estadous. C'était Bucéphale, ou littéralement en grec, qui voulait dire tête de taureau. C'était le cheval d'Alexandre le Grand, que lui seul est parvenu à dresser. Donc le cheval le suit dans ses conquêtes en Asie, participant aux plus grandes batailles. Il meurt peu après la bataille de l'Hydaspe, sur les rives de l'Indus, en moins 326 avant Jésus-Christ, de blessures ou de vieillesse. Et du coup, Alexandre va fonder en son honneur une cité qui va s'appeler Bucéphalie, au Pendjab pakistanais, sur les rives du Jhelum, à l'endroit où le cheval a été enterré. Et donc, selon la tradition grecque,
Bucéphale descendrait d'une des juments de Diomède. Et un marchand thessalien qui s'appelait Philonikos l'avait montré au roi Philippe II de Macédoine. Mais le cheval s'était montré si rétif que le roi refusa de l'acheter. Au moment où il ordonna qu'on emporte le cheval, Alexandre, qui avait encore 12 ans, exprima ses regrets. Et son père conclut l'achat à condition que ce soit Alexandre qui domptât la bête, faute de quoi il devrait lui-même payer l'achat pour la somme considérable de 13 voire 16 talents, ce qui était une petite fortune à l'époque. Alexandre avait remarqué que le cheval avait peur de son ombre et qu'il était ombrageux. C'est ce qui l'énervait, c'est ce qui créait sa furie. Et donc Alexandre va réussir à le dompter en le plaçant face au soleil, le temps de le calmer et de l'apprivoiser. Plutarque, un autre philosophe, donna à cette anecdote une portée prophétique. Voyant la réussite de son fils, Philippe lui aurait déclaré « Mon enfant, cherche un royaume à ta mesure. La Macédoine n'est pas assez grande pour toi, car c'est toi le nouveau roi. » Et cette anecdote, en fait, elle allait démontrer la grande capacité d'observation et d'analyse de la situation dont faisait preuve Alexandre, et qu'il allait renouveler, réitérer par la suite en tant que chef de guerre. Ce sont des clés qu'il a su utiliser à bon escient pour construire ensuite son empire. Capacité d'observation, d'analyse et d'adaptation pour dominer le champ de bataille. Depuis lors, Alexandre et Bucéphale allaient faire équipe pour le meilleur et pour le pire, et le cheval n'acceptant plus d'être monté que par lui et le recevant en pliant le genou. C'est une belle histoire, hein. Bonjour à toi, Capteitemo, bienvenue. Salut le prof, ouais. Allez, question suivante. Quelle célèbre ville est devenue la capitale de l'empire d'Alexandre le Grand? Est-ce que c'était Alexandrie? Est-ce que c'était Mycène? Est-ce que c'était Issos? Ou Babylone? Alors, est-ce que vous avez une idée, les amis? Est-ce que cette vidéo a été utile? Est-ce qu'elle aura porté ses fruits? La réponse est sur la carte. Ouais, bien joué, Lestadous. Bonne réponse, encore une fois. Lestadous qui a tout raflé, quasiment tout en bonne réponse aujourd'hui, c'était Babylone, effectivement. La bonne réponse. Babylone, la cité antique de Babylone qui est située en Irak aujourd'hui, à 80 km au sud de Bagdad, la capitale irakienne, et près de la ville d'Ila. À partir du début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, cette cité jusqu'alors d'importance mineure devient la capitale d'un royaume qui étend progressivement sa domination à toute la basse Mésopotamie, et même au-delà sous le règne de Hammurabi. Ah vous voyez, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, le nom de la Mésopotamie, ça vient du grec Mésopotamia, c'est-à-dire de méso, entre, au milieu, et potamos, qui veut dire fleuve. Et donc la Mésopotamie, ça désigne le pays entre les deux fleuves, c'est-à-dire le Tigre et l'Euphrate. Le Tigre qui était au nord et l'Euphrate au sud. Alors c'est pas moi qui réponds, mais ma fille Roxane qui est en 6e. Ah d'accord, Roxane de Bactriane, la femme, l'épouse d'Alexandre le Grand. Ah bah c'est cool d'avoir des retours, ça veut dire qu'il y a ce live sert à des personnes, voilà, ce live est d'utilité publique. Merci à ceux qui me suivent. Mon travail ne restera pas dans l'ombre. Et donc elle connaît la cité antique de Babylone, elle connaît son apogée au 6e siècle avant Jésus-Christ, durant le règne de Nabuchodonosor II, qui dirige alors un empire dominant une vaste partie du Moyen-Orient. Il s'agit à cette époque d'une des plus vastes cités au monde.
Babylone devint une ville importante de l'Empire perse, même si elle n'en était pas la capitale. C'était Persépolis la capitale. Et en moins 331 avant Jésus-Christ, Babylone ouvre ses portes au roi macédonien Alexandre le Grand après la fameuse victoire de Gaugamélès. Et les envahisseurs sont manifestement bien accueillis par la population. On peut dire qu'ils reçoivent un accueil triomphal, notamment lorsqu'ils passent cette fameuse porte, la porte d'Ishtar, qu'on voit sur la photo à côté de moi. Alexandre en fera donc la capitale symbolique de son empire, et on sent encore une fois l'aspect stratégique dans son choix, puisque Babylone, si on regarde sur la carte, elle est située en plein milieu de tout son empire qui fait 4000 km de large. Babylone est vraiment située au beau milieu des 4000 km de largeur. Donc c'est un point stratégique qui est à équidistance quasiment des points les plus éloignés dans le sens de la largeur. Bien, question suivante s'il y en a. Non, je crois que c'est terminé mon cher Thierry, tout à fait. Voilà, nous arrivons donc au terme de ce nouveau live sur le monde grec antique. Alors je ne sais pas encore quel sera le thème de la vidéo la semaine prochaine. Peut-être qu'on continuera sur le monde grec antique, peut-être qu'on partira sur une autre civilisation, je ne sais pas. En tout cas, c'était très intéressant, très enrichissant. J'espère que je vous ai donné envie de vous replonger dans ces notions. Je trouve que cette histoire, ses origines, enfin cette épopée d'Alexandre le Grand, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très... il y a cet aspect très romantique qui est très intéressant dans toutes ces aventures. Puis ça fait partie, c'est ce qui a aujourd'hui marqué toute notre civilisation, hein, ça a impacté notre civilisation, qui est aujourd'hui faite de beaucoup de mixité. On parle beaucoup de mixité sociale aujourd'hui, de mixité culturelle. Et bien vous voyez, déjà en moins 330 avant Jésus-Christ, on parlait déjà de... C'était le grand projet d'Alexandre le Grand, et déjà initié par son père, le roi Philippe II, essayer d'ouvrir la civilisation grecque à cette mixité orientale. Ah oui, Rome, on est en plein milieu de la découverte de l'époque romaine. Ah ben peut-être qu'on va y arriver, on va voir. En tout cas, merci à tous. J'espère que ce live vous a appris des choses, ou en tout cas vous a permis de redécouvrir certaines choses. Ah tiens, j'ai perdu mon fond. Je suis dans le noir. Quand tu es dans le noir, noir c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Ah, voilà, je suis de retour vers la lumière. Bien, les amis, écoutez, merci d'avoir suivi ce live, merci à tous, merci vous pour vos gentils commentaires, pour nos échanges, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, même jour, même heure, à 14h, pour un petit live éducatif, voire historique, sur les civilisations anciennes. Je trouve que c'est des sujets très intéressants et qui traitent de sujets qui sont toujours d'actualité. La semaine dernière, c'était sur la démocratie. Aujourd'hui, c'est la conquête, la stratégie de guerre, mais aussi l'ouverture vers d'autres cultures. C'était ça aussi, le conquérant civilisateur, le mythe du conquérant civilisateur. C'était un chef... un conquérant, un chevalier de lumière, Alexandre le Grand. C'est pour ça qu'il a influencé, qu'il a marqué tant de monarques par la suite, notamment Louis XIV, qui était le roi Soleil. Parce qu'en fait, c'était pas un conquérant d'obscurantisme, comme notamment avec certaines religions qui étaient là pour conquérir des territoires, pour plonger les peuples encore plus dans l'obscurantisme et dans le monothéisme ou dans des ères sombres. Non, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit d'Alexandre le Grand, c'est que c'était
apporter la civilisation, conquérir et apporter la civilisation et la paix. Essayer de faire travailler tout le monde pour une cause commune, pour la même cause. Donc, je ne sais pas s'il a réussi, en tout cas, il a déjà posé des bases. Il faut saluer ce travail de conquête, ses exploits. Ça, on ne peut pas le nier. Quand on voit l'immensité de ses conquêtes, l'étendue incroyable de l'empire qu'il a tenté de construire, on ne peut qu'être admiratif et respectueux et être humble par rapport à tout ce qui a été fait, tout ce qui a été accompli par cet homme. Et voilà, et je pense que c'est la phrase de la pensée du jour. On va rester humble et modeste, et on va réfléchir à tout ce que représente Alexandre le Grand. Et d'ici la semaine prochaine, je vous invite, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous avez l'occasion au film d'Oliver Stone, Alexandre le Grand. Ça vous permettra de réviser tout ce qu'on a abordé aujourd'hui. Voilà, allez, comme d'habitude, hein, je vous donne pas de devoir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez me retrouver également demain après-midi de 15h à 19h sur la TV42 pour le live dessiné. Voilà, à l'occasion. C'était Dose Geek sur la TV42, sur Twitch. Passez un bon après-midi. Passez un bon confinement. Voilà, protégez-vous. Profitez-en pour lire des livres, pour vous documenter, pour vous informer, pour vous former, pour apprendre des choses. Voilà, on a du temps, donc il faut en profiter. Et puis, comme Alexandre, je vous propose de développer vos capacités d'observation, d'analyse et d'adaptation. Allez, bye bye, gros bisous. C'était Dose Geek sur la TV42. Bye, bon après-midi.